Salut à tous et bienvenue dans Yo. Beats. Ah, il n'y a pas le titrage, comment ça se fait? Il n'y a pas les incrustes? T'as pas juste démarré, faut faire comme ça, voilà. Ah, voilà, attends, du coup changer de plan et tout, je me dis mais qu'est-ce qui se On passe? change pas de plan, tout était bien. Bon, Tout va bien. J'espère que vous allez bien. Il fait frais en ce moment, hein, on peut le Oh dire. la vache. Non, dans le studio il fait, Et c'est pas fini. il fait frais. Dans le studio il fait très frais. Je t'avoue, là on est plutôt Avec bien. les éclairages, là, ça commence à monter en température. Mais on sent un c'est peu. 3 fois rien. Vraiment. Ça va. Bon, Beats numéro 88, on a pas mal de news, essentiellement des news, on n'a pas trop de tests et tout ça. C'est vrai qu'on s'était étalé vachement sur le OnePlus la semaine dernière. Toujours satisfait? Toujours T'as pas satisfait. changé d'avis? Non, ça va. Bon, ben moi aussi c'est pareil, j'en suis plutôt satisfait. Je suis déjà en train de regarder le prochain en téléphone Android que je vais acheter. Ah, En fin d'année. ça y est. Non mais j'étais intéressé par les pixels, mais du coup, bon on n'a pas mis la news, mais... Bien sûr, on va la mettre. Tu vas la mettre carrément? Ouais, je la mets le temps qu'on démarre l'émission. Donc il y a eu quelques fuites sur le Pixel 3, on en parlera du coup juste après, mais allons-nous changer ça? Ça m'arrange s'il fait frais dans la cave. Oui, Nico Poppy, alors dans le studio, même dans le studio, je trouve qu'il fait même meilleur qu'ici. Oui, c'est vrai. Bizarrement. Bah, c'est l'orientation, je pense, par rapport au soleil. Il n'y a pas d'éclairage, il n'y a pas tout ça aussi. Non, et c'est pas mal. Mise à jour officielle de la Shield, nous dit Scalen. Ah. Ouais, il y a un pull à droite. En fait, c'est la chemise de Christophe. merde. Youpla. Et vous avez rien vu. Et voilà. Eh oui. Je sais plus ce que je disais du coup, mais je le disais. Ouais, si, il fait frais dans le studio d'à côté, t'inquiète pas. Faudrait qu'on fasse visiter aux gens Ah ouais. le truc. After, Ouais, mais Nico Poppy m'avait montré une app qui permet de diffuser la caméra en TCP. Elle apparaît comme une source vidéo. On avait déjà fait ça. Oui, mais de Android. On le faisait toujours avec l'iPhone. C'était Wirecast on utilisait. Ouais, mais là c'est sans Wirecast. C'est D'accord. avec un truc gratos, screen, je sais pas quoi. Alors, ça partage l'écran, mais forcément ça partage aussi la caméra. Et c'est pas mal, parce que du coup on pourrait faire visiter, tant qu'il y a la portée du Wi-Fi, on peut faire visiter le studio et tout ça. Donc voilà. Cédric a déjà fait un podcast avec un MacBook hyper chaud sur les genoux. C'est vrai. Attention, Je fais avec mon l'anecdote gimbal. qui va Ben bien. Voilà. Bon, enfin. Ah, c'est vrai qu'il a acheté un gimbal. Oui, j'ai vu. Nico Poppy. Mais c'est hyper cher en plus. Ah non, Ça je suis pas sûr. 150 balles, non? Non, il y a eu des promos, j'en ai vu passer il y a pas longtemps des Xiaomi justement à Ah non. 70 balles, un truc Ah comme ça. putain. Et j'ai failli craquer. Et si c'est ce modèle-là, ça m'intéresse d'avoir ton retour justement. Ah, ça m'intéresse. 80 €. Ok. Mets un lien dans les bons plans. avec, Tu vois, c'est ce que je savais. C'est bien Ah, ce que je savais. putain. 79 €, un truc Ça, comme ça. ça c'était m'intéresse fortement. Je vous le cache pas. Parfait. Bon, allez. On démarre les news. Et pourquoi on n'a pas les jingles là d'ailleurs? Il me semblait qu'on avait mis les jingles. Non, jamais. Étant donné- Jamais, c'est vrai? On n'a jamais remis les parties. Putain, avec on les fait jingles ça et tout. vraiment mal. Hein. Bon, du coup, c'est pas grave. Je vais appuyer peut-être sur le bouton. Est-ce que ça va? Non, ça lance pas la transition. Bon, bah tant pis. Pas grave. Allez, on démarre par la première news. On va parler de Vivo. Téléphone. Ouais, Rappelez-vous. Vivo. Rappelez-vous, jadis naguère, on vous en a parlé la semaine dernière, je crois. Ouais. De Vivo qui avait dévoilé son Vivo Nex. Vous savez, celui qui a la petite caméra qui sort, la caméra frontale qui sort et qui re-rentre. Coucou. D'ailleurs, ils ont montré le système. Hein, c'est vraiment une vis sans fin. Et tout Sans ça. fond. C'est ça. Oui, ils ont montré, tu le vois, avec le Ouais. mécanisme qui tourne en fonctionnement et c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Ça a l'air robuste en tout Voilà, cas. ça rassure. Quand tu vois la taille de la vis, Ouais. je te dis, les mecs se sont dit, on sait jamais, on va mettre une grosse vis. Donc, bref, et ils reviennent là sur le devant de la scène parce qu'ils annoncent carrément que sur leur prochain smartphone, ils ont... Ils sont meilleurs. Ouais, ils sont meilleurs qu'Apple puisqu'ils ils annoncent en fait un système de détection en 3D. Alors, je dis Face ID, mais c'est pas que la face parce que vous allez voir, ça va un peu plus loin que ça, mais qui envoie en fait 10 fois plus de points que le Face ID d'Apple, puisque là on est sur 300 000 points au lieu de 30 000. Ouais. Ce qui fait qu'en fait ça permet même des détections du coup jusqu'à 3 mètres. Alors faut un bras super long hein, du coup, mais jusqu'à 3 mètres on peut détecter votre visage du coup. Alors c'est quoi l'intérêt des 3 mètres? C'est parce qu'en fait ils ont rajouté une intelligence artificielle dans le truc qui va vous permettre, par exemple, si vous trouvez que vous avez pris un peu d'embonpoint, ou au contraire vous êtes un peu trop maigrichon, vous pouvez prendre des photos grâce à ce capteur là. Et ensuite, rajouter des muscles, diminuer votre taille et tout ça, parce qu'en fait, il va détecter la profondeur et la taille, et il va vous permettre de trafiquer les photos, en fait, pour vous rendre plus beau. Faire du Photoshop de selfie directement intégré dans le téléphone. Ouais, par exemple, si vous avez un visage un peu Parfait pour disgracieux, Tinder, ça. vous pouvez changer la forme de votre visage. Profil Tinder, nickel. Non, mais
Et, alors évidemment, c'est complètement nul comme usage, hein, parce que évidemment, tout le monde parle de body shaming, du fait que voilà, on s'assume pas, que maintenant toutes les photos vont être retouchées avec le truc 3D machin et tout ça. Bon bref, à la limite on s'en branle, mais surtout l'intérêt c'est que voilà, il y a 300 000 rayons, ce qui fait que par exemple quand tu vas vouloir scanner une pièce en 3D comme faisait Kinect ou autre, ça par contre c'est des applications qui vont être intéressantes. Ouais, mais avec De la modélisation 3D. la caméra de façade. Non, ils annoncent une caméra avec capteur, ça veut pas dire que façade. Puisque justement, l'un des usages qu'ils donnent, c'est tu prends pas un selfie à 3 mètres. Enfin, c'est hyper dur. D'accord. Bah, c'est un Kinect Donc, quoi. Ouais, je pense qu'en fait, ça va être devant et derrière chez Nex. Et l'idée, c'est qu'effectivement, tu vas pouvoir faire de la modélisation 3D ou autre, mais il parlait vraiment de modifier le corps et pas uniquement le visage. De rajouter des muscles ou t'en enlever, tu vois, enfin bref. Ouais. Du coup, bon, pourquoi pas. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est la techno plutôt qui évolue. Où ils annoncent donc du coup 300 000 points Marrant, hein. C'est toujours au lieu de 30 000. C'est toujours la techno de Kinect qui évolue. C'est qui ça. continue d'évoluer. Et en fait, chaque constructeur rajoute sa couche en fait sur C'est l'évolution. Et c'est toujours des Et là, c'est des Vivo. nouveaux qui arrivent qu'on n'attend pas forcément. Voilà, Vivo, Vivo pour le coup, on les attendait pas du tout. Ah non, déjà on les connaissait pas avant le dernier téléphone hein, qu'ils ont sorti, le Nex. Ouais, et sacré téléphone. Enfin voilà. Donc du coup, ça va permettre aussi même de la... Ouais, c'est Ouais, ça. pour les filtres Snapchat, c'est clair. pour tous ces trucs-là, Les c'est emojis. clair. Mais même, ça va permettre d'améliorer la reconnaissance faciale, tout simplement. Puisque, en gros, pour tromper le capteur, ça va être beaucoup plus difficile. Hein, ça va être 10 fois plus dur, hein, quasiment. Puisque, ben, à mon avis, ça va même être exponentiel. Mais ça sera beaucoup plus difficile, puisque, justement, le capteur 3D va beaucoup mieux capter la Faudra face un masque des gens. de meilleure précision. Alors là, ouais. Là, j'avoue, il va falloir le faire. Vivo Perlé, nous dit Nico Bopier. Ben justement, hola Googleitas, Google Home parle maintenant l'espagnol. Puisqu'en Hola, fait, ¿qué ça y est, tal? ouais, c'est ça. Puisque maintenant, Una il est cerveza, dispo... por favor. Ouais. Non, Ah. c'est un café, évidemment. Bien sûr, oui. Euh, C'est ce que ça voulait dire. Hein. Tout à fait. Je parle parfaitement espagnol. C'est tout ce que je sais dire, hein, voilà à peu près. Bon, du coup, dispo au Mexique et en Espagne. Youpi! Merci. Parfait. C'est pour notre audience mexicaine ou espagnole. Et espagnol. Donc il faut savoir que bah voilà, le Google Home est sorti il y a déjà un petit Ah, on moment. le voit bien. Je On le voit pensais- sur cette incrustation, On voit beaucoup. parfaitement Il bien. parle bien que- l'espagnol. Il parle bien l'espagnol. Mais on voit effectivement. d'ailleurs en premier plan le café qu'il a commandé. Ah, exactement, c'est ça. On voit la bouteille de café. Non, mais ce qui est intéressant en fait surtout, enfin ce qui est étonnant plutôt, c'est que l'espagnol arrive que maintenant. C'est vrai. En général, c'est la deuxième langue après Eh l'anglais ben oui, qui est parce intégrée que sur ces plateformes. surtout qu'en plus, vrai. étant en Californie là-bas, il y a énormément d'hispanophones. C'était pas c'est pas à Los Angeles, non à San Francisco ou je sais plus où. Je crois que c'est à San Francisco où il y a on atteint quasiment 50% de la population qui parle espagnol. La communauté. Donc c'est quand même assez dingue. Incroyable. Et pourtant, ça arrive que maintenant. Ah, Donc, peut-être qu'il y aura des prix intéressants. Ah, parce que du coup, il va sortir en Espagne. Du coup, est-ce qu'il y aura des prix intéressants si tu veux l'acheter en France Ouais, dans je suis en pas trop Espagne. sûr. Honnêtement, j'ai un vieux doute. Bon, pour l'alcool et les trucs comme ça, ok, c'est plus intéressant d'aller en Espagne, au niveau des taxes, tout ça, mais sur l'électronique, l'Espagne a jamais été vraiment l'île d'Europe. Andorre, à un moment donné, c'était. Andorre, c'était pas mal pour acheter des autoradios. Mais c'est clair, C'est- les appareils photo numériques, à un moment donné, c'était pas mal. Hmm. Mon premier appareil numérique, j'ai été le chercher là-bas. C'est pas faux. Est-ce qu'il y a l'option postillon pour l'espagnol? Non, mais c'est bon, les clichés, ça va aller dessous. Option tapas et maracas, parfait. Voilà. Alors, les drones de Facebook ne volent plus. Comment Ah ouais. ça Ouais, je te jure. Il y avait- Facebook faisait des drones. Ouais, le projet Aquila, tu vois, c'est cette aile. Alors, c'est pas le truc qui est au sol, hein. Parce qu'on y croit au début que c'est le truc qui est au sol. Mais non, c'est le truc qui est en l'air. En bas, c'est un épandeur en fait pour Ouais. arroser. C'est ça. J'en sais rien ce que c'est, mais. Non, ça va être le truc qui doit. Comme il n'y a pas de roue, c'est le truc qui doit le lancer. En fait. Tu vois, il est posé dessus. Les trucs pour lancer les avions Non, en mais polystyrène, non, tu sais, mais- c'est Ouais, un gros c'est ça. élastique géant. C'est un élastique géant. Non, mais si tu regardes, c'est ça en fait. Il est posé dessus. Il y a les roues au sol. Et le truc, en fait, avance. Et au bout d'un moment, il se détache de cette plateforme pour décoller. Exactement. Ils sont pas faits normalement pour atterrir. Du coup, c'est normal le crash à l'atterrissage. Ils Oui, ont pas de tout train à fait normal. d'atterrissage. C'est tout à fait normal. Vu la taille du truc, en plus, c'est pas du tout dangereux. C'est pas dangereux du tout. Donc le projet Aquila, qu'est-ce que c'est? C'était l'internet 4G avec des drones antennes. Donc en gros, à l'intérieur de ça, vous aviez tout l'équipement qu'il fallait pour diffuser. Alors lui, il était connecté à un satellite en gros. Et il diffusait vers le sol de la 4G de façon à couvrir les populations qui n'ont pas accès à Internet. Ils étaient pas en mèche entre eux aussi? Possible. Mais en tout cas, ils envoient le signal vers le sol. Oui, le but c'était de 4G, distribuer voilà, de la c'est ça. 4G dans des zones où il n'y a pas d'antenne. Voilà, par Ils exemple, faisaient là c'était en eux-mêmes Afrique, et ils faisaient eux-mêmes antennes. Bon, il y a eu un gros crash en 2016. Hein. Ah ouais. Ouais, bizarrement. L'idée aussi, c'est que le truc était, alors je vais vous le montrer un peu plus près, hein. C'était fabriqué en Angleterre.
C'est gros comme... C'est aussi long, enfin aussi large plutôt, ça a l'envergure d'un Boeing 747 quand même. Hein. C'est pas petit, hein. C'est un gros drone comme tu peux le constater. J'espère qu'ils vont enlever tout le brim et tout ça pour l'impression. Je déconne. Le truc bleu, ça fait vraiment, tu sais, les supports. Et... C'est clair, c'est ça. Il a été imprimé en 3D dans une usine. Non, alors donc, ils étaient fabriqués en Angleterre. Normalement, ils sont censés être autonomes et... Alors, j'ai jamais trop compris le système de charge parce qu'au début, ils disaient, ouais, ça fonctionnera en solaire. Puis en fait, on voit qu'il y a aussi un système... Alors, on voit les hélices devant pour la propulsion, mais on voit que derrière, il y a aussi des petites hélices, des petites ailettes qui doivent servir aussi à reproduire de l'électricité à partir du mouvement, du machin. Le truc est censé planer aussi, hein, faut dire ce qu'il est, parce qu'il est, il reste assez Vu la léger. forme qu'il a, oui. Il reste assez léger. Et bon, bref, c'était l'idée au départ de Facebook. Ils avaient annoncé lors d'une F8 en 2014, je crois, ou 2012, je sais plus. Il y avait Google aussi qui avait son projet Loom. C'est ça. Mais eux, c'est avec des ballons. Des ballons. C'est les mêmes ambitions, c'est ça, c'est de distribuer par. Et eux, donc, c'était avec des drones qui ouais. allaient se déplacer. Voilà, bon. Ils abandonnent en fait le projet. Voilà, c'est fini. Allez. Alors, ils abandonnent pas le projet. En fait, ils abandonnent la création de leur propre drone. Donc, celui que vous avez vu là, ces protos-là, ce que vous avez vu, c'est terminé. Ils en reproduiront plus du tout. Maintenant, ce qu'ils veulent, c'est commencer à discuter avec des partenaires qui maîtrisent les technos aéronautiques. Voilà, donc il y a 18 Alors, en fait, personnes. On sait pas faire, on s'est rendu compte qu'on fait de la merde. Tu sais qu'il y avait que 18 personnes qui bossaient sur ce drone. 18. Ils sont tous au chômage aujourd'hui. C'est clair. Mais c'est vrai, hein, ils ont dit, hein, on les a licenciés. Donc, allez, c'est clair. Il y a 18 personnes pour bosser sur ça, c'est fini. Donc là maintenant, salut Niftech. Donc là maintenant, ils se retrouvent à chercher des partenaires. Donc on peut imaginer évidemment qu'on va se retrouver avec des partenaires comme Boeing ou autres pour aider à fabriquer ces drones, ou pourquoi pas Dassault. On sait pas. Ouais, t'as même beaucoup d'entreprises plus petites qui se lancent sur le marché du drone. Ça se diversifie énormément. Alors t'as les grands, effectivement, l'aéronautique qui font ça, mais t'as pas que eux. Non. Qui savent en faire. Tout à fait. Mais ça m'étonne pas effectivement que. Alors ça veut pas dire qu'ils arrêtent de faire des drones, ça veut dire qu'ils vont effectivement ils arrêtent de faire ça. leur propre drone, mais ils vont passer par des tiers. Voilà, c'est comme ça qu'on dit. Bon, on va parler un peu d'intelligence artificielle, hein. Vous pouvez cocher le bingo, tout ça, machin. Oui. OpenAI, donc ça c'est la boîte. L'initiative dans laquelle Elon Musk, hop, vous pouvez cocher la case, a mis du pognon. Qui en fait va défier des équipes pro à Dota 2. Alors, ils avaient déjà fait des bastons contre des vrais joueurs humains qu'ils avaient battus. Il y avait des amateurs, puis ensuite des vétérans, comme ils appelaient. Mais que en 1 contre 1. Mais que en 1 contre 1. Et là, maintenant, on est en mode team pro, machin et tout ça. Donc là, ils ont 128 CPU pour s'entraîner. Et ils jouent 180 ans de parties, les uns contre les autres, tous les jours. C'est l'entraînement de base de l'intelligence artificielle. C'est-à-dire que tous les jours, elle joue 180 ans de Dota 2. Les parties sont accélérées, tout ça, enfin toutes les décisions sont accélérées, bref. Les 128 000 CPU donc aident à jouer toutes ces parties-là. Petit peu. Juste un peu. Et donc du coup, l'idée c'est d'arriver à battre une équipe pro. Donc là ils s'entraînent et c'est dans 1 mois la compète. Donc on aura le résultat dans 1 mois. Ouais, c'est assez ouf, hein. Ils ont déjà fait pas mal de progrès en plus. Ouais. On va savoir en fait. Ils s'entraînent contre eux-mêmes en fait. Exactement. Les IA s'entraînent entre elles. Et l'idée c'est d'arriver à développer des stratégies de groupe. En gros, ils vont leur apprendre à aider, à être support, à être en gros à même participer. Collaborer. Alors, il y a des assists de kill, hein, donc quand quelqu'un commence à attaquer machin, l'autre vient l'aider. PGM quoi. Ouais, t'as vu. Et donc du coup en fait ils vont gérer même tout ça. Et l'idée c'est que quand une IA sera à la traîne par rapport à une autre sur l'assist ou ce genre de truc, en gros, et c'est pas s'ils allaient s'engueuler entre eux en disant écoute, il faudrait que tu viennes un peu de temps en temps. Tu peux faire mieux. Tu fais peu de kills, tu fais peu d'assists, tu fais pas grand chose, tu fermes pas beaucoup de gold, il faut que tu fasses un truc. Et donc là, l'idée, c'est que justement, les IA vont se manager toutes seules et essayer d'apprendre ça et d'apprendre les stratégies. Ça va être assez ouf. J'ai hâte de voir quand même ça. Ce serait cool qu'on puisse voir que le match soit rediffusé ou retransmis en tout cas sur YouTube, ensuite en vidéo, avec des commentateurs et tout dessus, nickel. Ouais, ça pourrait être assez fun. Donc ils ont présenté l'équipe, tu sais, il y aura une petite vidéo de présentation de bot. Ouais. Parfait. Et donc tu vois bouclé. Voilà, tu vois les 5 joueurs, enfin les 5 IA qui vont se battre contre une vraie équipe de joueurs dans 1 mois. J'ai envie de voir ce que ça va donner.
Lia va remporter le tournoi TI, va repartir avec les millions. Mais complètement, Lidric. C'est exactement ça. Oui, alors, effectivement, ils ont dans les réseaux du coup neuronaux qu'ils entraînent, il y a donc c'est du renforcement positif. Donc en fait, ils font tourner des matchs et ils vérifient si ça a bien marché. Exactement. Et ils notent du coup, ils reward, ils donnent des récompenses en fait à l'IA en fonction de son résultat. Et il y a un des paramètres en fait de récompense qui est ça, qui est ce qu'ils appellent le team spirit. Voilà. Qui est l'esprit d'équipe en gros et qui est le fait d'avoir bien collaboré entre eux et d'avoir défini une stratégie de groupe fait gagnante. D'avoir fait des machins. C'est exactement ça. C'est super intéressant. Et l'idée c'est que bon, ça va s'appliquer à du jeu compétitif, mais ensuite l'idée c'est même d'aller au-delà de ça. Par exemple, demain on pourra très bien imaginer des voitures avec des IA, leur propre IA, qui a appris de leur conducteur ou du moins de leur chauffeur et tout ça, mais qui vont être capables de discuter avec les autres IA des autres voitures et de collaborer ensemble sans se foutre sur la gueule, rentrer dedans en fait. Mais surtout voilà, pour gérer par exemple le trafic routier ou ce genre de choses, il va falloir que toutes les IA embarquées dans les voitures autonomes... Après vous, très cher. Mais non, je n'en ferai rien, je vous en prie. Mais surtout qu'elles apprennent à collaborer ensemble, et ça fait partie de ça en fait. Complètement. Et des voitures avec des Esteban, des Tao. Ah, Esteban, Zia, Tao, les cités d'or. Voilà Draxas. T'as vu, j'ai compris ta ref. Alors, on va passer à la news suivante, on va parler de Enlarge Your Dongle. Je sais pas si t'as vu ça, c'est ouf. Hein. Alors il faut savoir que la Surface Pro l'année dernière, y compris le Surface Laptop, sont sortis sans USB-C. Ah, c'est vrai. Alors que toi, déjà, t'as de l'USB-C, en veux-tu, en voilà. Ouais, tu charges avec ou pas? Non, tu charges pas. Non, en fait, tu charges pas. Non, pas celui-là. Celui-là, il peut pas. Il n'y a pas de chargeur assez puissant et le port ne fait pas la charge. Ben voilà. Mais les nouveaux le font. Bon, et bien du coup, Microsoft a dit, vous inquiétez pas, on sortira un dongle pour l'USB-C. Il avait dit, hein, lors des confs et tout ça, parce que c'était le grand boom de l'USB-C. En plus, il avait expliqué. Ils avaient expliqué. L'USB-C n'est pas assez répandu, donc on l'intègre pas. Mais on offrira la compatibilité plus tard pour ceux qui... Enfin, déjà si le standard va évoluer, et puis pour ceux qui en ont besoin ou envie. Voilà, et donc, offrir contre 80$. C'était ça l'offre. C'est cadeau, enfin. Et voilà à quoi ça ressemble. C'est un chargeur, ça, en fait. Ouais, c'est ça. Alors, en fait, bon, vous voyez, il y a le système de connectique aimanté, hein, qu'on retrouve sur les surfaces, le truc très classique, avec un connecteur pas du tout propriétaire, hein, évidemment. Les surfaces, bah si, c'est connu. Ah mais si. Et donc, vous voyez la taille du port USB-C au bout du dongle. Tu te dis, mais qu'est-ce qu'ils ont mis à l'intérieur? Beaucoup de choses. Ouais, je pense, ouais. Ah, il est compatible avec absolument tout ce qui se fait en USB-C. Hein. Tu peux le t'en servir comme sortie d'écran, comme tout ce que tu veux. Alors du coup, c'est quel protocole qu'ils ont mis dedans? Je sais plus. C'est du DisplayPort ou c'est du Thunderbolt? Parce qu'à mon avis, si c'est du Thunderbolt, ça m'étonne pas. Et attends, il y a un autre truc. Un truc extended, je sais pas quoi, enfin... J'avais vu ça. Mais c'était assez drôle. Recherche sur Google et sur l'internet. Ah oui, avec le problème du réseau qu'on a en ce moment, c'est pas gagné. C'est un peu n'importe quoi. Parce qu'on a la fibre, mais pas la fibre Wi-Fi. En fait. Le Wi-Fi fibré est pas très bon. Est pas très bon, ouais. Ouais, Surface dongle USB-C. Donc 80$ quand même le dongle. Bon, après c'est pas trop étonnant, sachant que déjà c'est un produit qui est ultra spécifique puisqu'on est sur une connectique très spécifique. C'est une connectique aussi étonnant. Où il y avait beaucoup de pins, donc en fait il n'y avait pas forcément de la sérialisation des protocoles dessus comme on peut l'avoir sur USB-C. Donc il y a peut-être un vrai travail de reconstruction de ces protocoles-là. Mais grave. Et donc, moi je sais plus, j'avais vu sur The Verge. Non, c'est pas Thunderbolt 3, c'est autre chose. Est-ce qu'il est... c'est la question que les gens posent. Est-ce qu'il est Thunderbolt? On ne sait pas. C'est pas tout à fait clair. Je crois que je l'avais vu sur The Verge. Ouais, alors la news est là. Voilà. Pas Thunderbolt 3, on nous dit dans la chatroom. Merci Moriarty. Donc c'est complètement pété, c'est n'importe quoi. Parce qu'à ce prix-là, vu la taille du truc, ça me semble pas terrible du tout. Non, c'est là, je crois. Attends, bouge pas. Machin, nana. 27 watts, 12 volts pour les... Ça, c'est pour la charge. Ouais. Il n'y a pas le Thunderbolt. Donc c'est du DisplayPort. Display output, non, ils mettent. Ils précisent pas. En fait, il faut savoir que l'USB-C, tu as plusieurs protocoles de transport dans lequel tu mets l'USB-C, c'est juste le format de la prise. Exactement. Dedans, tu peux mettre de l'USB 3, du DisplayPort ou du Thunderbolt. Non, c'est juste l'update, il y a juste les dates. Donc, ils ne précisent pas précisément ce qui va être supporté. C'est de la merde. C'est de la merde pour 80$ et avec ce design parfaitement, évidemment, discret. Hein, c'est encore plus gros que les Dock Continuum, on dit. Qui rentre dans vos poches. Bon, autant te dire que c'est pas un truc qu'on va trimballer souvent. Par contre, ça peut être utilisé en tant que dock, enfin en tout cas, que station d'accueil à la maison. Meuble ou un truc comme ça. On peut. Non, mais tu peux imaginer que tu... Ou fil à plomb, si tu veux. L'intérêt de ça,
L'intérêt de ça, c'est que tu peux mutualiser une station d'accueil en fait USB-C qui serait compatible avec plusieurs périphériques et du coup qui viendrait compatible avec la Surface. Voilà. Moi, si j'avais une station d'accueil USB-C pour ce truc-là, on pourrait avoir la même chose pour un Mac, on pourrait avoir la même chose du coup pour la Surface. Et puis exactement. Bref. De la merde. Ah oui, il y a le bloc d'alim en fait intégré dedans. C'est vrai. Bon. On enchaîne? Allez, on enchaîne avec Oculus Go. Ah, ça y est. Go! Oculus Go disponible en France. Alors, bon, je t'avoue que je suis pas un fanat de la VR. Hein, pour diverses raisons, y compris la première, c'est la résolution. Et là, en fait, Oculus Go est disponible et je t'avoue que ça me titille un peu. Pour une raison simple. Ouais. Pour une raison simple, c'est que, bon, déjà, c'est de la VR autonome. Voilà. Bon, après, c'est 3 heures d'autonomie, c'est pas non plus oufissime, mais pourquoi pas. Pour un premier casque pour tester, je pense que ça peut être assez cool. 219 €, ça y est, on a les tarifs officiels, dispo à la Fnac Darty et Amazon France. Pour la version 32 Go, je crois qu'il y a même Matériel.net. Matériel.net a par contre la version 64 Go à 269. Tous les retours que j'ai pu Pas besoin de PC, pas besoin de smartphone. Attends, on va parler après. Pas besoin d'un boîtier ou de quoi que ce soit. Tout est intégré direct dedans. Il y a un Qualcomm 821 dedans, 6 Go de mémoire vive. Il y a donc le stockage 32 ou 64. Il y a la batterie évidemment. Et un écran 5,5 pouces en 2560 par 1440. Là par contre ça devient intéressant. Ouais, ça te fait 2 yeux. Ouais, mais ça te fait une résolution un peu supérieure à ce qu'il y avait sur le Gear VR. Voilà, exactement. Ou même sur l'Oculus V2. Moi j'avais testé le DevKit 2. Pas sur le DK2. Et non mais laisse tomber, c'était une catastrophe. Oui, je sais. Le DK1 déjà était pas terrible, le DK2, mais c'est celui qui avait au BGF. Et oui, non, c'était déjà pas terrible, mais oui. Alors, qu'est-ce que je veux dire? Oui, pour les retours. Pour les deux versions, en fait, évitez le 32 Go, parce que tu installes 2 applis, c'est fini. Et c'est fini, ouais. Faut rappeler que dedans, dans les 32 Go, il y a déjà l'OS qui en bouffe une grosse partie. Et la moindre appli VR que tu installes va arriver avec des assets. Ouais, le truc, c'est à base Android, non? Je crois que oui, c'est un Android dedans. Il me semble que c'est ça, ouais. C'est un Android qui est un peu. Une distrib un peu modifiée. Donc vous avez le petit stick avec, hein, qui dispose d'un pavé tactile, le truc rond là. Il y a un bouton retour et un bouton home. Et en dessous, il y a une gâchette. Alors c'est dommage, les 2 screens que j'ai mis, on la voit pas. Et il y a une petite gâchette qui vous permet de valider ou d'utiliser dans les jeux. Une particularité de ce casque, c'est que dans le bord, là on le voit pas trop, mais si on le voit un petit peu au niveau de la tâche, vous avez des haut-parleurs intégrés, alors qui ne sont pas incroyables en termes de qualité sonore et de puissance, mais qui vous permettent de pas être déconnecté du monde réel. Donc si quelqu'un vous parle à côté, vous pouvez l'entendre. Et il y a une prise jack qu'on voit, qui vous permet de brancher le casque de votre choix pour vous immerger un peu plus si vous le souhaitez. Et ça fonctionne en micro USB pour le charger. Parfait. Donc voilà, moi je vous avoue que c'est pas trop mal. Après j'ai été assez déçu par les premiers retours qui disent que par exemple quand tu regardes Netflix, tu es dans un salon virtuel, donc tu vois un salon, et un écran, machin. C'est pas en full screen, tu vois. Et tu peux pas passer en full screen. Le truc est un peu limité. Ah, c'est bizarre ça. C'est un peu limité. Mais tu vois, c'était le même usage que j'aurais été chercher. C'est regarder de la vidéo ou des séries, des films comme ça, effectivement, en mode immergé, en espérant avoir une simulation d'un écran ultra méga large. Ensuite, il faut voir un autre truc, c'est que quand par exemple vous faites apparaître un écran ou une interface, vous pouvez pas vous approcher de l'interface. Il n'y a pas d'effet il gère pas du tout la profondeur en fait. Pour une raison simple, c'est qu'il n'y a pas justement de capteur d'environnement, il n'y a pas de Kinect intégré qui pourrait dire j'avance ou autre. Il n'y a que des capteurs de smartphone finalement, c'est-à-dire l'accéléromètre, le gyroscope. Donc quand vous tournez, tout ça c'est hyper fluide, il n'y a aucun problème avec ça. Mais il manque en fait cet effet de profondeur. Il manque un degré de liberté. HTC Vive, voilà. Pourtant il n'y a pas de fil, il n'y a rien. Tu pourrais imaginer que tu places quelques récepteurs chez toi pour gérer la profondeur et voilà. Mais là c'est vrai que c'est complètement autonome. C'est fait pour le transporter dans son sac. Ouais. Vous prenez l'avion souvent ou le train, vous voulez vous isoler, allez hop, en avant. Ça je trouve ça pas mal. Ah ouais, à condition que les vidéos soient regardables dans une expérience qui en vaut le coup. Et voilà. Et là je trouve ça un peu dommage. Surtout qu'en plus avec 2 yeux tu vas avoir vraiment de la vraie 3D vraiment sympa. Bon. Tu perds une autre notion aussi dont nous parle Nico Poppy, c'est le fait que tu n'as pas, indépendamment du fait que tu n'as pas la connaissance de l'environnement, tu n'as pas la récupération en fait, de tes mains. Non. C'est-à-dire que les manettes des autres systèmes sont modélisées dans l'espace. Donc quand tu bouges tes mains, tu les vois. Parce que le casque comprend l'environnement, y compris détecte les manettes que tu as, donc du coup tu vois tes mains, tu peux interagir dans l'environnement. Là tu n'as pas ça. Et alors non, Nico Poppy, perte tu t'isoles pas complètement puisque là tu n'es pas obligé d'utiliser un casque et donc du coup tu es quand même conscient de ce qui se passe autour de toi. Un casque pour les oreilles. Oui.
Alors, tu vois pas, mais tu entends. Si quelqu'un est en train de fouiller dans tes affaires ou autre, tu peux entendre. Moi, je suis assez tenté par le test d'un Moi, je suis dubitatif, c'est-à-dire que je mettrais pas ce prix-là juste pour essayer pour voir. Mais j'aimerais bien essayer. Moi, je mettrais ce prix-là pour essayer pour voir et le renvoyer sous 7 jours. Chut, Amazon nous regarde. Chut. Voilà. Ah, c'est pas mal ça. Bah oui, ça permet de tester. Ouais, ok. Moi, je fais très peu de retours, donc du coup... Bah, tu me dis quand? Ok. Pour le prochain vite. Parfait. Oui, qui sont dispo le 26, c'est-à-dire aujourd'hui. Bon, on va parler maintenant un petit peu de sécurité et on va parler de WPA3. Enfin là, 14 ans après quand même. Ou 15 ans. 15 ans, oui. Ouais. Ça fait 14 ans maintenant qu'il a été annoncé. Il sera mis en disposition réellement l'année prochaine. Non, oui. La certification, en fait, la Wi-Fi Alliance va être en capacité d'offrir la certification bientôt, mais les matériels qui vont sortir, qui vont l'exploiter, seront pas là encore. En 2020, je pense. 2019, ils annoncent. Ouais, 2019, sauf que le temps d'adapter tous tes smartphones, tes machins. Le temps que tu aies plusieurs appareils compatibles chez toi, ça va être un peu compliqué. Donc, le WPA3, c'est quoi? C'est un des protocoles de sécurité, c'est une nouvelle version en fait du protocole de sécurité du Wi-Fi. Vous avez tous entendu déjà au moins parler du WEP historiquement, du WPA et du WPA2 qui est actuellement le protocole de sécurité recommandé et utilisé un peu partout au niveau du Wi-Fi, dans différentes variations, mais on parle de WPA2. Il a fait parler de lui il n'y a pas très longtemps parce qu'il a été assujetti à une faille de sécurité qu'on a appelée crack. Et du coup, ça a un peu aussi... C'était pas mal. Hein. Le principe était vachement intéressant. Et du coup, ça a un peu accéléré en fait, le développement et en tout cas la finalisation de cette nouvelle spec pour le WPA3. Voilà. Donc il va être très proche en fait, du fonctionnement du WPA2. Il y aura deux variantes, deux grosses variantes, une pour l'aspect personnel, une pour l'aspect entreprise, avec des niveaux de sécurité différents, des clés de chiffrement un petit peu différentes. Par contre, évidemment, il va y avoir toute une palanquée de nouveaux matériels qui va devoir sortir pour avoir cette nouvelle certification en disant ouais, je suis WPA3 certifié, mais une partie du matériel, ils annoncent qu'en fait, il n'y a pas besoin de nouveaux matériels hardware pour supporter cette norme-là. Donc pour peu qu'il y ait des constructeurs je pense que mon anus de Sauron sera compatible. Va se mettre à jour, c'est ça. Donc si vous avez du bon matos Wi-Fi, faut espérer que le constructeur fasse le travail de mise à jour logiciel qui va permettre d'exploiter cette nouvelle norme-là. Voilà. Ouais, je pense que... Il n'y a rien de révolutionnant en termes de fonctionnalité de sécurité, c'est juste qu'ils ont exploité les dernières évolutions et même des fonctions qui existaient depuis très longtemps qui n'étaient jamais implémentées. Donc qu'est-ce que ça apporte WPA3 ? Déjà, il est rétrocompatible WPA2. Ça veut dire que si vous avez un point d'accès Wi-Fi ou un routeur WPA3 et des appareils qui ne sont encore que compatibles WPA2, ils pourront quand même communiquer avec. Ça, c'est plutôt cool. C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de dégrader la sécurité de votre réseau pour pouvoir permettre d'utiliser des anciens périphériques. Voilà. Alors, les opérateurs feront la mise à jour de leur box, lol. Oui, alors ça... Moi, je me rappelle de la transition qu'il y a eu entre le WEP et le WPA où on avait perdu en fait toutes les Nintendo DS à une époque qui étaient compatibles, qui n'étaient pas mis à jour et elle était obligée d'utiliser du WEP. Déjà, quand tu vois le nombre d'objets connectés qui sont compatibles que 2-4 par alors exemple, là, t'oublies. pas 5. T'oublies, donc on va perdre en fait, on en a déjà parlé, mais on va perdre tous ces matos-là pour lesquels il n'y a aucun support du constructeur pour les mises à jour logicielles. Donc là, tu perds tout ça. Les caméras IP en Wi-Fi, des trucs comme ça, vous pouvez oublier. Il y en a plein qui vont disparaître du scope. Complètement, les caméras, ouais, c'est clair. Donc rétrocompatible, il va surtout augmenter très clairement la sécurité du réseau Wi-Fi. C'est un de ses objectifs premiers. Et donc notamment il va être plus difficile à craquer, donc on va moins pouvoir pénétrer le réseau Wi-Fi. Et en plus, même s'il est craqué, si on arrive à récupérer votre clé par exemple, on ne pourra pas déchiffrer les messages précédemment échangés. Donc ça c'est pas mal, c'est une fonction qui existe depuis très longtemps dans les mécanismes de chiffrement et d'échange de clés notamment, qui s'appelle la forward secrecy, donc la confidentialité persistante en français, qui fait que... alors il faut savoir que quand vous vous connectez en Wi-Fi, il y a un principe d'échange de clés de sécurité qui se fait entre les deux points d'accès, enfin entre le point d'accès et l'appareil qui s'y connecte, le client. Ça c'est un principe qui fait partie des algorithmes de cryptographie. Donc là c'est Diffie-Hellman, c'est un algorithme de Diffie-Hellman qui fait ça, qui permet de définir un petit peu comment on va s'échanger des informations secrètes qui vont permettre en fait de discuter entre nous de manière sécurisée et que entre nous. C'est-à-dire qu'un tiers qui arrive au milieu, il va pouvoir regarder ce qui se passe, mais vu qu'il n'a aucune de ces deux clés je parle pas ta langue, il va pas comprendre, pas être capable de les chiffrer. Et bien, dans ces algorithmes-là d'échange de clés, dès le départ, en fait, Diffie, donc une des deux personnes qui avaient développé cet algorithme-là, avait déjà défini cette notion de forward secrecy qui permettait en fait de dire, en fait, la clé
secrète que tu vas pouvoir récupérer ne va permettre que de déchiffrer les futurs prochains messages qui seront échangés. Donc si tu as fait une capture du réseau et qu'à un moment donné tu récupères en fait une clé, bah, tu seras incapable de récupérer, de déchiffrer l'entièreté des messages passés. Donc ça c'est pas mal, ça veut dire qu'en fait tu n'as qu'une toute petite fenêtre de temps. Alors il faut savoir qu'en sécurité, ce qui importe c'est que c'est pas que ce soit hyper sécurisé, c'est quel est le coût de la sécurité par rapport au temps que tu autorises en fait à pouvoir hacker cette clé. C'est ça. Et c'est qu'un rapport comme ça. C'est-à-dire qu'on part du principe que de toute façon tout est craquable. Voilà. C'est juste qu'il faut le temps et les moyens. En général c'est les ressources, et c'est ce qui définit le temps de calcul, qui permettent de déchiffrer ça. Et donc en fait le fait de faire ça, ça veut dire que même si tu dumpes, c'est-à-dire que si tu historises tous les messages en disant je les accumule, je peux pas les déchiffrer encore, je les accumule, et le jour où je récupère la clé, parce que ça me prend 2 ans à calculer, mais je pourrais récupérer et déchiffrer l'entièreté des messages. 2 ans, t'as le temps de changer ta clé. Et bien là c'est plus possible, vu que la clé en fait quelque part elle va être glissante, et bien même si tu as fait tout un dump, la clé que tu as récupérée ne sera pas capable de déchiffrer tout ça. Donc tu vas juste être capable de réduire la fenêtre des messages que tu vas pouvoir déchiffrer avec la clé que tu auras récupérée. Donc c'est là en fait où on a un vrai gain en termes de sécurité. C'est pas que un truc plus difficile à craquer, c'est que aussi si tu arrives à le craquer, tu auras moins de choses que tu pourras récupérer derrière. Voilà. Ça c'est clair. Alors il y a une autre fonction qui m'a bien fait marrer, qui est... alors c'est marrant parce que ça vient un petit peu en contraire de ça. Voilà, c'est un peu la contrebalance. Ils disent on va quand même rajouter une notion de sélection naturelle de mots de passe qui va permettre de proposer... Alors on sait que les mots de passe c'est chiant pour vous. C'est comme pour le Bluetooth en fait. Oui c'est vrai. C'est le principe du Bluetooth. En fait ils vont chercher à garantir un niveau de sécurité optimal tout en permettant d'utiliser des mots de passe pour l'utilisateur qui vont être faciles à manipuler et à retenir. Alors je suis pas entré dans le détail de comment ils répondent à ça, mais l'idée c'est de... Toto 1, 2, 3, 4. J'espère qu'ils vont pas reproduire le WPS qu'on a pu connaître sur le Wi-Fi actuel. Ça ressemble beaucoup à ça quand même. Ils ont appelé ça le Easy Connect, sachant que le but premier... Ne m'appelez pas WPS, mais... Ouais, c'est un peu ça. Le but premier, c'est aussi de permettre justement de faire des interconnexions sécurisées entre des périphériques qui ne sont pas forcément avec des interfaces utilisateurs. Ouais. Donc là, on se retrouve un petit peu avec les appairages Bluetooth. Ouais. On va avoir une notion d'appairage Wi-Fi où les appareils vont pouvoir discuter leur appairage sans avoir forcément des interfaces pour entrer les mots de passe et tout. Ça me rappelle mes cours de BTS. C'est exactement ça. Ah, t'as fait de la crypto en BTS, bah dis donc, bravo. Donc voilà, donc cette fonction aussi Easy Connect pour laquelle je suis un peu plus dubitatif. Autant le Forward Secrecy, c'est vraiment un truc qui est top. Et encore une fois, ça fait très longtemps que ça existe. Ouais. Je suis assez surpris qu'il n'ait pas déjà intégré dans la sécurité. Mais eh bien non. Mieux vaut tard que jamais. Ça va arriver en même temps que le protocole AX d'ailleurs. Le Wi-Fi AX avec tout ce qui est... Oui, le mesh 2.11 intégré. Avec le mesh intégré et compagnie. Donc le Wi-Fi n'est pas mort. Et je pense qu'effectivement, on va avoir un resserrement entre les différents protocoles. C'est pas mal. Entre le Wi-Fi et le Bluetooth, ça va être un peu plus difficile. Mais ça fait déjà des années qu'on dit ça, honnêtement. On disait ça avec aussi les protocoles domotiques et le Bluetooth. Et c'est vrai que tout, en fait, on pensait qu'il y a des protocoles qui allaient mourir parce qu'ils n'étaient pas adaptés, vous n'allez pas évoluer. Et en fait, non, ils évoluent tous encore. Et on se retrouve qu'ils se rapprochent un petit peu quand même. Donc il y a des resserrements, je trouve, là-dessus. Complètement. Ah bah tiens, on va parler de AI Guardman, sujet beaucoup plus léger s'il en est. Mais alors, les intelligences artificielles servent à plein de choses, on le sait. Au Japon, en fait, ils ont utilisé... En plus, ce qui est assez marrant, c'est que c'est basé sur la techno open source de Carnegie Mellon University. On en avait parlé, je crois que c'est toi qui en avais parlé. Qui en gros scanne les vidéos en direct et est capable de détecter certaines choses dans les vidéos. Donc par exemple les poses ou les corps et les corps humains et tout ça. Et l'idée en fait derrière ça, je vais vous montrer le petit gif animé. Hein. L'idée derrière ça, c'est que dans les supermarchés, on va mettre des caméras avec une petite IA derrière qui en gros va dire « Wop, qu'est-ce que tu viens de faire toi ?» Il va détecter. Voilà, alors là en fait tout se passe bien. Le mec il est tellement discret, tu sais. Il est entouré en droite, blanc. Ouais. En fait quand il est entouré en blanc, c'est que bon voilà, jaune, tout va bien. rouge. En jaune, ça veut dire qu'il va saisir un produit. Donc là on passe en alerte jaune. Que va-t-il faire avec? Est-ce qu'il va le mettre dans son panier ou machin? Et là en fait, non, on a détecté un comportement suspicieux puisqu'il a regardé à gauche, à droite, tout ça. Et l'IA va dire « Wop, il est en train de voler ». Et là, on va prévenir la sécurité du magasin. Et du coup, le vigile 2.0. Blanc, jaune, rouge, et après, ça. Shot. Le vigile va pouvoir dire « Oh, attention, je crois que vous avez mis un truc dans votre sac. » Non, mais surtout, l'IA, en fait, va envoyer le clip vidéo en disant « Ouh, celui-là, il est suspicieux. » Clippé. Ouais, c'est ça, clippé. Du coup, ça permet d'éviter d'avoir une interaction humaine, ou même mieux que ça. C'est-à-dire que tu peux pas contrôler 50 caméras avec un ou deux mecs, quoi.
On peut pas tromper. Non mais même, regarde, prends un humain qui regarde un écran avec une caméra bien sûr, en permanence. Il va quand même tu ne vas pas fixer pendant 8 heures de boulot la caméra. Qu'est-ce que tu vois? On l'a vu avec les bagnoles Uber notamment. Mais bien sûr. Non mais après, même si tu démultiplies ça, il faudra un paquet de puissance de calcul pour être capable d'analyser plein de rayons. Bon après, tu vas d'abord le mettre dans le rayon alcool, après dans le rayon électronique. Il y a des rayons cibles comme ça dans les supermarchés où les gens ont plutôt tendance à voler. Bizarrement dans les chips moins, tu vois. Beaucoup moins. Après le rouge, un agent de sécurité Gundam et Gundam carrément qui sort. Donc c'est Entity Est et Earth Eyes qui une start-up d'ailleurs qui bosse sur ça. Qui donc voilà, on fait ça. Et alors ils ont fait des tests dans certains magasins et en gros le taux de vol a diminué de 40%, ce qui est assez énorme. Et surtout en fait l'IA vise hyper juste quand il vise. Passe un Donc c'est bien Oui, c'est ça. Elle vise super bien. Et comment ils l'ont entraîné du coup? Ils ont fait venir des voleurs pour voler dans des magasins? Je sais pas. Pour la taper dessus? C'est une très bonne question. D'ailleurs, ils comparaient ça en fait avec. D'ailleurs, tu vois, ils disent que les gardiens sont avertis via une application sur leur smartphone. Leur smartphone reçoit une notification. Sur Slack, c'est le mec machin, voici la photo. Lui là, il a volé un truc peut-être. Regardez la vidéo. Non, honnêtement, c'est l'idée est pas taser direct sur la caméra. Non, mais l'idée est pas con, sincèrement. Et ce qu'ils expliquent, c'est qu'ils sont vachement en avance par rapport à ce que fait Amazon et son système, tu sais, où tu prends les trucs dans le rayon et tu sors, qui a dû être fermé d'ailleurs une première fois parce que ça marchait pas super bien. Là, en fait, ils disent, nous, on a fait ça vachement mieux. Et en gros, même leur techno d'IA est plus développée que celle qu'utilise justement Amazon dans sa techno de vision dans les magasins et tout ça. Enfin voilà. Ils vont la revendre à Amazon? Je sais pas, mais en tout cas voilà, l'intelligence artificielle va vous surveiller dans les centres commerciaux. Ça déconne plus. Il fallait s'y attendre. Yep. Allez à toi, on reste au Japon et tu vas nous parler. On va parler d'un robot dragon. Wow. Un drone, une évolution d'un drone qui existe. Alors c'est pas les premiers à le faire, mais non mais c'est les deuxièmes. Ah bah alors du coup ça passe. Ça passe. Alors c'est quoi? C'est un drone qui est capable de se transformer en plat vol. Donc là vous le voyez, c'est un drone qui automatiquement tout seul de lui-même va se transformer. Alors en fait on voit, donc c'est un ensemble de 8 rotors qui sont couplés 2 par 2 autour d'un squelette, si on peut dire ça. Donc par défaut ils sont une formation arrondie de type drone classique, genre un quadcopter. Et en fait en fonction des espaces dans lesquels ils vont devoir naviguer, alors je vais l'enlever parce qu'il tourne en rond. En fonction des espaces dans lesquels il va devoir naviguer. C'est déplié, il tourne pas trop en rond. Il tourne droit, il tourne en boucle. Et alors, en fonction des espaces dans lesquels il va devoir naviguer, il va pouvoir adapter en fait sa forme pour passer dans une petite fenêtre ou comme ça, dans lequel le drone en format quadcopter ne rentrait pas. Le principe, donc c'est l'université de Tokyo avec JSK Lab, donc une start-up aussi derrière ça, qui va permettre de du coup faire naviguer ça. En plus, donc ce que ce drone a de plus par rapport à la génération précédente, c'est que lui il va être capable en plus de manipuler des objets. Donc il a en fait une pince au bout et en fait il va être capable de gérer sa stabilisation à lui, gérer automatiquement la transformation. Donc il détecte en fait les espaces dans lesquels il peut naviguer et c'est lui qui choisit la forme qu'il doit prendre pour naviguer dedans. Ça c'est assez fou. Il y a une autre vidéo que j'ai pas vue mais que j'ai pas notée mais que je vous invite à aller voir. C'est en fait ils ont installé toute une armature avec une petite fenêtre au milieu, et le drone détecte ça et il y aura la zone, et du coup il se transforme, et en fait, en plus de se transformer, au fur et à mesure qu'il passe à travers, il reprend forme derrière. Ouais. Et c'est pas juste je passe de rond à ligne droite, c'est je vole et je m'adapte en cours de vol avec la forme dans laquelle je passe. C'est assez ouf. Et ça, il peut le faire en même temps qu'il va pouvoir manipuler un objet. Donc ça peut être très bien pour aller chercher quelque chose, tu vois, au fond, ou aller manipuler une vanne et tout ça. Je trouve ça assez fou. Et voilà. Te mettre un headshot. Ou te mettre un headshot, ouais, tu sais. Pas mal, pourquoi pas. Non, bon, il n'y a aucun usage pour l'instant, mais la capacité à gérer la stabilité... Finalement, Skynet, c'est exactement ça. On y est, hein. Et entre Boston Dynamics, les drones dragons, enfin, voilà, on y est. Ce qu'ils expliquent, c'est qu'en fait, à chaque section du truc, donc il y a un couple de moteurs, et il y a l'équivalent d'un gimbal qui est à chacun des étages. Donc c'est ce qui fait que ça gère la stabilité, et ça le gère... Alors, c'est pas facile de le gérer sur tout l'ensemble parce qu'en fait, ça doit être géré couplé les uns avec les autres. C'est pas juste gérer la stabilité d'un élément et puis. Non, tous les éléments fonctionnent les uns avec les autres. C'est couplé les uns avec les autres. C'est assez dingue. Non, honnêtement, techniquement en tout cas, c'est assez impressionnant. En termes de stabilisation, c'est assez ouf. Et c'est autogéré, donc là, il n'y a aucune intervention humaine derrière, donc il gère sa stabilisation tout seul, sa transformation également tout seul. Ouf.
Tu veux parler un peu de batterie? On va parler de métaux rares et de batterie. Parce que d'ailleurs, il y a une news connexe à ça, mais du coup, on va pouvoir en parler aussi. Ouais. Alors, on en parle beaucoup parce qu'on parle de véhicules électriques, mais tout cet aspect batterie, on parle beaucoup d'écologie autour des véhicules électriques, et on aborde vraiment rarement l'aspect batterie. On en parle, nous, régulièrement, mais là, il y a un vrai cas d'exemple qui a été détaillé. C'est qu'en fait, les batteries de tous les appareils électriques, donc tout ce qui est lithium-ion, les batteries de type lithium-ion, utilisent beaucoup de métaux rares dedans. Et en fait, c'est pas beaucoup plus le lithium qui va poser problème que le cobalt, qui est un des éléments, un des métaux rares les plus utilisés pour les batteries lithium-ion. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est ce qui va permettre de constituer en grande partie, enfin une partie, en tout cas, de la cathode de ces batteries-là. Alors, je vais vous expliquer un petit peu plus pourquoi et à quoi alors, l'anode et la cathode. Non, alors ça, je vais pas expliquer. Là, je vous renvoie au cours de physique-chimie du lycée, mais... Alors, avec le pont... Électrolyse, alors. Ah, voilà, exactement. C'était bien, ça. Alors, il faut savoir que ça devient un problème maintenant, parce que le marché du véhicule électrique croît de plus en plus. Ouais, d'ailleurs, j'ai vu... Et ça s'accélère. Il y a eu une stat, c'était aux Pays-Bas. Un automobiliste sur 2 va renouveler sa voiture pour une électrique. Ouais, mais je le vois... C'est ouf. Alors moi, je l'entends, c'est-à-dire que jusqu'à présent, en fait, on me disait ou même on connaissait pas. Et là, j'entends des gens qui me disent la prochaine, ce sera une hybride ou une électrique. Ouais, une hybride électrique rechargeable. Il n'y a que Lamborghini, le patron de Lamborghini, qui dit qu'il n'y a aucun intérêt, ça n'atteindra jamais une électrique comme le Roadster de Elon Musk, ça sera jamais une Lamborghini thermique. À partir du moment où Porsche va sortir, à partir du moment où Porsche va sortir sa mission E, je sais pas où j'entendais ça, mais j'étais complètement d'accord. Tout suivre. À partir du moment où Porsche en fait va sortir sa mission E, c'est une sorte de validation de l'industrie automobile existante, comme quoi, ça y est. C'est ça, les dinosaures vont se mettre à l'électrique et c'est bon. Oui, c'est vraiment ça. Ça va être une validation du marché des constructeurs et du coup des consommateurs pour dire si Porsche le fait, maintenant c'est bon, c'est mature. C'est pas juste Tesla et 2 startups vite fait qui font leur truc dans leur coin, quoi. Et d'un autre côté, si Porsche le fait, c'est parce que Porsche estime que le marché client est mûr et même Volkswagen, quand toutes les ID cars là. Ah non, mais eux ils ont pas le choix, si tu veux. Ils ont amusé de ça pour se racheter une image suite au Dieselgate. D'ailleurs, la IDR, IDR. Donc, de Spy Peak qui a pété tous les records, même des thermiques, de tout en fait. On en avait parlé, et alors là, elle a explosé tous les records. Un truc de fou, de malade. Bon, les batteries. Donc du coup, sur les véhicules électriques, où il y en a de plus en plus, ça devient un vrai problème parce qu'en fait, le marché... Bienvenue dans Top Gear. le marché du cobalt, en fait, est en train de basculer. Voilà, donc toute cette information-là est partie en fait d'un tweet d'Elon Musk, encore lui, qui a dit que actuellement, Tesla utilise pour ses batteries moins de 3% de cobalt, ce qui est déjà très très bien. 3% de cobalt dans les batteries. Alors c'est pas Tesla qui fait... Tesla fabrique ses packs de batteries, mais les cellules, les éléments unitaires, c'est Panasonic qui lui fournit. Voilà. Donc en fait c'est lié à ce que fait Panasonic en termes de production de batteries. Et ce qu'il a dit aussi, Elon Musk, c'est que la prochaine génération de batteries, qui sera intégrée dans les prochaines Model 3, aura 0% de cobalt dedans. Et alors ça, c'est une vraie révolution dans l'industrie de la batterie, parce qu'en fait, et c'est une course actuelle où toutes les startups autour de l'énergie sont en train de... C'est une vraie problématique. C'est une vraie course là-dessus, parce que le cobalt, en fait, c'est rare. C'est un des éléments en fait, les plus chers dans la production d'une batterie. Plus que tout le reste. Pourquoi? Parce que c'est un élément très rare. Et il y a très peu d'endroits. Il y a très peu d'endroits où il est exploité, où il est extrait. Et en gros, il y a 66% de la production mondiale de cobalt qui vient de production au Congo. Ouais, et c'est assez ouf. Je sais pas si tu as vu les conditions. Ouais. C'est dans des mines où les gens descendent. Enfin, il y a aucun moyen. C'est limite s'ils vont pas le chercher à la main, quoi. Ah, les conditions de travail et le respect des droits de l'homme sont... Il y a énormément de morts. Totalement bafoués, oui. Parce que les mines s'effondrent ou autre, où les gens suffoquent et finissent par crever, quoi. Mais c'est absolument horrible. Et souvent, même, les galeries sont tellement étroites qu'on envoie des enfants ou autre. Et ça devient... Enfin, c'est une vraie grosse problématique. Il y avait un reportage, mais d'ailleurs, c'était Élise Lucet qui a fait un reportage, je crois, à l'époque, quand il parlait de Nokia et donc de Microsoft. Parce qu'à l'époque, il était possédé par Microsoft, sur justement l'exploitation des mines. Et je crois que c'est Samsung aussi qui avait été épinglé pour l'utilisation de cobalt, parce qu'eux en utilisent par contre en quantité astronomique. Il y a une bonne raison, pas une bonne raison. Il y a une raison à ça. Il y a une raison à ça, exactement. Et donc du coup, en disant que les smartphones sont de plus en plus écolos, machin, bidule truc, mais le problème c'est l'exploitation du cobalt, le fait que ce soit un minerai rare, et puis le fait surtout que ce soit très compliqué de l'extraire en fait. Donc... Voilà, c'est ça. Donc le cobalt, ça reste plus rare que le lithium ou encore que le graphite dans la production de batteries. Donc il faut savoir que c'est l'élément clé et on n'en parle pas forcément beaucoup de cet élément-là. Donc voilà, surtout le Congo,
Donc effectivement, les conditions sont juste horribles. Et surtout, c'est un marché qui est très dépendant. Donc en fait, il y a très peu de mines d'extraction. Et le Congo, c'est pas le plus stable en termes de géopolitique. En termes géopolitiques, voilà. Donc il y a ça, et puis c'est surtout qu'il y a une très forte dépendance en fait. Donc le cobalt, c'est pas qu'utilisé dans les batteries, c'est utilisé dans plein d'autres choses. Et notamment, il y a une forte dépendance avec la production de nickel et de cuivre. Et le fait qu'en fait la production de batteries soit liée à ça et que le marché est en train de shifter, c'est un très gros risque estimé pour le marché de l'électrique au sens très large. Donc la production de batteries. Donc en fait, tous les producteurs de batteries souhaitent se détacher de ça, parce qu'ils estiment que ça ne va pas leur permettre de garder des tarifs intéressants, et surtout, ça a un risque pour que ça remette en cause tout ce qui est électrique. Le marché, ouais. Donc ils cherchent de plus en plus utilisent une batterie. à s'en détacher, pour des raisons d'abord business, et ils mettent aussi dessus l'étiquette Youpi, Green, on va faire quelque chose de plus écologique. Voilà. Donc c'est une vraie raison autour du marché. Alors le cobalt, ça sert à quoi dans les batteries? En fait, ça va être l'élément qui va permettre... Salut Olivier, bah écoute, ravi que tu apprennes des trucs. Ça fait plaisir. Partagez l'émission, hein. Soutenez la chienne. À toutes les émissions, vous le faites celui-là, promis. Donc le cobalt, c'est l'élément qui va sécuriser en fait la cathode. Parce qu'en fait, la cathode, elle est composée de plusieurs éléments. Et du cobalt, du nickel... la chienne. J'ai perdu l'autre, mais principalement ça sur les batteries qu'on manipule actuellement. Ça y est, tu l'as mis? Ouais, je l'ai mis, évidemment. La boîte à son. Et donc le cobalt va sécuriser ça, parce que en fait c'est lui qui va permettre d'éviter, ça va augmenter la durée de vie en fait de la batterie, parce que de la cathode, et surtout ça va limiter la chauffe. C'est pas du tout un problème connu en termes de batterie actuellement. Et en fait, si on enlève le cobalt de la cathode, on va compléter ça par du nickel, qui est l'élément principal de la cathode. Et le nickel, il est beaucoup moins stable, il est beaucoup moins résistant à la chauffe. Et donc ça veut dire que les batteries vont avoir une durée de vie moins longue, et surtout des risques de chauffe et de combustion beaucoup plus élevés. Donc la vraie problématique est là. Et on a déjà fait de gros progrès, c'est-à-dire que là, en quelques années déjà, Panasonic notamment, ils font beaucoup de communication là-dessus, ils ont réussi à réduire de plus de 60%, je crois, le taux de cobalt dans la cathode. Alors du coup, on a appris que la dernière Tesla, qui a eu un accident à 186 km/h... Elle prend feu instant. Non, alors déjà, elle a pris feu, mais pire que ça, elle a pris feu une deuxième fois, voilà. Une fois que l'épave a été ramenée à la casse, machin et tout ça. Il a fallu 750 litres d'eau. Bah oui, mais c'est du feu chimique, plus de la mousse, enfin, laisse tomber. C'est une catastrophe. Et d'ailleurs, il y a aussi vous avez sans doute entendu parler aussi de la Model S, là, une actrice qui, la Model S de son mari a pris feu. Ils ont été signalés par des passants qui leur disent « Ah, ça brûle, ça brûle ». Ils se sont arrêtés pour regarder, et le temps qu'ils descendent, elle a filmé la voiture. Bon, voilà, c'est « Salut !» Allez, salut. La voiture a pris feu. C'est Capsule Corp, mais version... tu ramasses les cendres et tu les mets dans ta poche. C'est un peu ça. Oui, après, tu remets l'eau, ça hydrate et... Non. Les combustions chimiques, c'est les pires. Hein, donc, voilà. Bon, donc c'est super bien qu'ils annoncent ça à Tesla. Par contre, on les attend. Est-ce que c'est un effet d'annonce? Est-ce qu'ils ont vraiment une solution? Qu'est-ce qu'ils vont apporter comme solution et comment? Est-ce que du coup, ça va permettre de garantir toujours les mêmes durées de vie des batteries? Il faut savoir que les cycles de batterie sont garantis chez Tesla. Oui. On a, je crois que c'est pendant 3 ans, une garantie de 80% de la charge utile qui est maintenue. Ensuite, ils vous changent le châssis de la voiture, puisque la batterie est dans le châssis. Non, je déconne. Mais... Non, elles sont... tu peux les changer. Oui. Donc voilà, à voir. Mais en tout cas, c'est un truc à suivre, et c'est hyper intéressant parce qu'on en retrouve partout. Et oui, plus de problème de parking à Paris. Ouais, oui, t'as vu les Autolib aussi, qui disparaissent? Ah bon? Ah non, j'ai pas vu. Au 31 juillet, là, j'ai vu, c'est fin du contrat entre Bolloré et la mairie de Paris, apparemment, c'est la merde. Et du coup, plus d'Autolib à Paris. Par contre, les trottinettes arrivent. Les Xiaomi électriques. Et il y a Lime qui a lancé un truc, c'est quoi? Lime Park ou je sais pas quoi, une start-up à Paris qui a lancé ça avant San Francisco en fait. Ils ont lancé ça cette semaine et j'ai vu, je crois que c'est Numérama qui ont pu tester ça. Des trottinettes en libre service. Oui, oui, oui. Ça coûte une blinde encore quand même, par contre. Hein. Moi, le tarif à l'heure... Ouais, vaut mieux acheter une Xiaomi. Je suis ouais, l'achat, tu l'as assez vite amorti quand même. Le coût des batteries à hydrogène, c'est le point mort, nous demande Olivier. Le coût des batteries à l'hydrogène, est-ce que c'est au point mort? Non, attends, qu'est-ce qui a parié sur ça? C'est pas Toyota? Ah, c'est possible. J'ai vu ça il y a pas longtemps. Ouais, pile à combustible, donc c'est ça, hein, c'est hydrogène. Non, c'est Toyota, avec la Mira, je crois qu'elle s'appelle. T'as d'autres problèmes avec ça, par contre. Ouais, bah oui, des problèmes, par exemple, c'est extrêmement inflammable et explosif, l'hydrogène, donc du coup, c'est assez compliqué de faire le plein de façon très sécurisée. Voilà. Et aujourd'hui, c'est ça le problème. Par contre, c'est ultra propre. Oui. Alors, ça reste un gaz, donc ça veut dire que c'est quand même des énergies fossiles.
Par contre, en termes de production, c'est assez facile, et en termes de rejet, c'est que dalle, c'est rejet de l'eau. Donc c'est plutôt pas mal. Donc ça, c'est plutôt cool, mais effectivement, aujourd'hui, je crois qu'il y a Toyota qui s'y intéresse. De toute façon, Toyota freine des cas de fer pour l'électrique en disant l'hybride, c'est l'avenir, machin. Ah bah tu m'étonnes. Parce qu'évidemment, ils sont leaders sur l'hybride. Prius, mais du coup, ouais, la pile à combustible chez Toyota, je crois que c'est la Mira, un truc comme ça, Mirasol, Mira, je crois qu'elle s'appelle. Bref, c'était leur proto de voiture, en tout cas, de pile à combustible. Et le souci, ça va être aussi quelle station va proposer de faire ça. Parce qu'aujourd'hui, l'électrique, c'est simple. Tu trouves une prise, tu te branches, c'est fait. C'est même plus facile que, j'allais dire que le GPL. Oui, c'est plus facile que le GPL pour le coup, parce que toutes les stations ne sont pas GPL. Et puis, c'est beaucoup plus facile. Donc, imagine l'hydrogène. Tu n'y es pas encore du tout. Donc, et tu ne vas pas le plein chez toi. Non, mais c'est dommage. À suivre tout ça, mais il y aura une petite révolution, je pense, bientôt là-dessus sur la technologie des batteries. Ouais, complètement. Donc on verra bien ce qui va se passer. On reste chez Tesla. On reste chez Tesla. Bingo, hop. Les usines Tesla Quechua. Alors pourquoi je vous parle de ça? En fait, vous savez peut-être que Tesla, ils sont à la course sur la production des Model 3. Ils sont très attendus là-dessus parce qu'ils ont fait... Elon, encore lui, a annoncé des chiffres assez astronomiques sur la capacité de production de Tesla pour les Model 3, qui est un modèle qui est extrêmement attendu. Il est attendu parce que c'est le premier modèle de chez Tesla qui est censé être abordable pour tout le monde, qui est censé être là pour inonder le marché. Donc ça sera la voiture électrique de Monsieur Tout le Monde. C'est comme ça que c'est vendu. Du coup, au niveau du marché et surtout des investisseurs, ils se sont énormément avancés sur la capacité de Tesla à en produire en masse. Et jusqu'à présent, ils n'arrivaient pas à atteindre leur capacité de production. Et donc ils ont tout fait pour essayer de rattraper ça, construire des usines supplémentaires. Ils ont aussi licencié des gens il n'y a pas très longtemps. Oui. Et là, en fait, ils se sont rendus compte qu'ils étaient en limite de capacité de production sur les usines qu'ils avaient actuellement, et que dans les temps qu'ils avaient, ils n'étaient pas en capacité à construire de nouveaux bâtiments pour produire ça. Du coup, ils se sont dit, comment on peut faire pour créer des nouvelles usines rapidement? Appelons Decathlon. Appelons Decathlon. Ils ont appelé Decathlon. Temps de 3 secondes. Pour leur fournir des temps de 3 secondes, c'est ça. Et hop. Et en fait, ils ont construit, c'est ça, des usines, sous tente, des chaînes d'assemblage dans des usines qui sont en fait des usines sous tente, qui sont en fait des préfabriqués dédiés à la chaîne d'assemblage. On voit, c'est magnifique. Hein. Alors c'est pas mal, ça fait assez moderne quand même, mais bon, ça reste une usine temporaire, c'est assez malin quand même malgré tout. Oui, l'idée est pas débile. Ils ont du terrain, ils avaient juste pas le temps d'aller déposer un permis, attendre que les constructions viennent, que le béton sèche, tout ça machin. Ils ont juste monté ça sur place et c'est allé beaucoup plus vite. C'est très malin, ça leur permet d'atteindre... Alors, c'est pas encore officiel, mais il y a eu des fuites d'employés de Tesla qui ont clairement annoncé que la capacité est atteinte. Donc, Tesla arrive à produire 5000 Model 3 par semaine actuellement. C'est pas mal. Qui est le chiffre attendu derrière. Donc, c'est plutôt pas mal. Ils étaient à la bourre, maintenant ils étaient à la bourre, là, ils ont réussi à atteindre leur capacité de production, c'est plutôt pas mal. Voilà. Ça m'a bien fait marrer, ça, le coup de sous tente. C'est super malin, mais ça montre qu'en fait, il faut... Ils s'adaptent. Ouais, ils s'adaptent, et ils ont surtout pas le choix. C'est-à-dire que là, ils sont sur le fil du rasoir. C'est-à-dire que là, il faut pas s'imaginer que Tesla, c'est une grande réussite. C'est-à-dire que pour l'instant, ils ont réussi à attaquer le marché, mais en termes des autres industries automobiles, ils sont tout petits. C'est-à-dire que si demain, les grands constructeurs automobiles se mettent à faire que de l'électrique... Surtout que ça demande énormément d'investissement de fabriquer ces voitures-là. Oui. Qu'aujourd'hui, ils n'ont pas le cash. Il faut dire ce qu'il y a, ils n'ont pas le cash. Ces investisseurs qui filent de la thune. Et aujourd'hui, Tesla, en fait, pourrait mettre... Enfin, s'ils ne livrent pas les voitures, ils mettent la clé sous la porte. Hein. C'est clair. Voilà, c'est exactement ça. Et aujourd'hui, faire une réservation d'une Model 3, c'était 1000 €, je crois, ou 1200 €. Donc, c'est rien du tout par rapport au prix final de la voiture. Donc, en gros, vous donniez 1200 €. Tout le monde s'est dit, oh, regardez, Tesla a récupéré des millions de dollars grâce aux pré-réservations. Ouais, mais ça représente rien. Parce que fabriquer la voiture électrique, ça leur coûte bien plus que 1200 $. Donc, bref. Du coup, évidemment, il faut qu'ils livrent vite, parce que plus vite c'est livré, plus vite les 30 000 ou 40 000 € sont 40 000 plutôt d'ailleurs. Ouais, puis c'est un vrai tournant, parce que jusqu'à présent, Tesla, ils produisaient des véhicules... Alors, rappelez-vous, le grand plan d'Elon Musk, c'était, on produit... Ouais, chaque génération, en fait... Sert à financer la suivante. Voilà, sert à financer la suivante. C'est un peu ce qu'il fait avec SpaceX également. C'est ça, c'est-à-dire que chaque génération va permettre de démontrer la capacité à faire, d'apprendre des choses, et en même temps, le prix permet de financer l'étape suivante, donc le lanceur pour SpaceX, et là le modèle suivant pour la Tesla, et c'est vraiment le vrai tournant. Qu'est-ce qu'ils font comme bruit au-dessus? C'est le premier modèle qui est censé destiner à un tarif abordable pour n'importe qui, grosso modo. Voilà. Donc complètement. Et d'ailleurs, le Roadster, le Roadster initial, il avait dit, il était ultra cher. Hein. Oui, c'est clair. Le premier. Il était ultra cher et il servait en fait à financer la Model S.
La Model S et la Model X d'ailleurs, hein, juste après, a servi à justement financer la recherche et développement de la Model 3. Ouais, qui est devenu le modèle des lignes de production, et tout ça, enfin toute la capacité, le savoir-faire. En gros, quand vous achetiez une Model S à 100 000 $, il y avait une partie de cet argent qui servait à développer la Model 3, et la Model 3 que vous achetez aujourd'hui à un prix modique de 40 000 €, je crois que c'est 46 000 hein, même, toute taxe comprise ou un truc comme ça. Ça reste assez cher, mais c'est quand même... Bref, en dessous de 50 000, hein, on va dire. En dessous de 50 000 €, une voiture de cette qualité-là, en tout cas, c'est pas mal. Donc, et ce modèle-là devrait normalement servir aussi, pourquoi pas, à financer, c'est ce qu'ils ont dit, à financer un modèle suivant. Et d'ailleurs, le Roadster qu'ils ont sorti, qui coûte une blinde aussi. Ah oui, le nouveau, oui. Lui, normalement, devrait servir à financer le SUV. Et ainsi de suite, en fait. Et en gros, l'idée, c'est que Elon Musk dit, mais nous, on veut... Enfin, en gros, avec ces versions-là, on ne devient pas riche. Ce qu'on veut, c'est produire la voiture suivante. Donc, en gros, il ne gagne pas d'argent, puisque tout est absolument réinvesti dans la production de la voiture suivante. Ils ont même tendance, du coup, à en perdre, puisque tant qu'elles ne sont pas livrées, c'est de l'argent qui est dehors, quoi. C'est très malin, c'est très bien vu d'un point de vue business. Par contre, c'est risqué et ils sont toujours sur le flux tendu, donc faut pas. C'est difficile. Donc, ils ont des moyens comme ça qui permettent d'y répondre, mais c'est très malin de leur part. C'est un moyen quand même de le faire. Dernière news, vous imaginez, on aura fait 1 heure. Hein. Ah, presque, il y en a une qui est cachée. Ah oui, c'est vrai, il y en a une qui est cachée. Que j'ai rajouté après. Ah, les claviers des MacBooks. Rappelez-vous, il y a parlons des claviers des MacBooks. Polémique autour de ça. Alors les MacBooks tout court qui étaient sortis, les 12 pouces, hein, c'était ça. Ouais. Et après, toute la génération des MacBooks et MacBook Pro 2015 étaient équipés de nouveaux mécanismes de clavier. Tout à fait, les papillons. Ouais, voilà, les papillons. Voilà, Butterfly. Donc en fait, là, vous avez à gauche le traditionnel, donc les claviers plats avec un mécanisme ciseau donc qui se plie, et à droite, Apple. Le Butterfly. Le Butterfly d'Apple qui a dit... Nous, c'est beaucoup mieux. Nous, c'est beaucoup mieux. Et c'est exactement ça. C'est moins épais. Il y a des problèmes dans les claviers actuels. Ouais. Ils sont trop épais, malgré tout. Et puis, les touches s'enfoncent pas de manière équilibrée. Parce que c'est un ciseau, évidemment, donc ça se plie d'un côté et l'autre. Donc nous, on va réinventer ça, parce qu'on sait mieux faire que les choses que l'existant. Et donc, ils ont réinventé ce système de mécanisme Butterfly, papillon. Et en fait, il s'est avéré que c'est devenu une chianterie pas possible. Et t'as beaucoup de pannes de clavier, et tout le monde s'en plaint. La moindre poussière, le moindre truc. Le moindre truc, le nombre de pannes de clavier. Donc il y a eu pas mal de pétitions de gens qui ont râlé tout ça. Et Apple a enfin reconnu le défaut. Dans sa grande bonté, hein, comme d'habitude. Dans sa grande bonté, c'est ça. Très bien, vous l'utilisez mal, tout ça, machin. Donc là, ils ont dit... Vous l'utilisez mal, mais effectivement, peut-être que nous, on l'a mal conçu. Peut-être qu'on l'a mal conçu. Donc il y a effectivement un défaut de design qu'ils ont reconnu derrière, qui... Alors pas un défaut de design, mais un défaut de design qui limite, en fait... Comment ils ont dit ça? Qui fait que c'est plus sensible à des... Plus sujet à des pannes. À des pannes, voilà. Donc bon, ça marche très bien, mais ça tombe en panne plus souvent. En gros, c'est ça. C'est ça, mais c'est vachement bien. Voilà, mais c'est vachement bien. Parce que c'est vachement plus plat et tout ça, machin. Bon, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, vous inquiétez pas, on va vous proposer des campagnes de réparation. Donc en fait, si vous avez ce genre de problème-là, sachez que c'est pris 100% en charge. Pas un procès en cours. Non, il y avait une vraie menace de class action, mais elle n'a pas été jusqu'au bout, puisqu'en gros, ils ont dit, on prend en charge. Donc du coup, c'est réglé. Ils prennent en charge tout ce type de réparation, donc il faut les contacter sur les modèles que je vous ai indiqués, donc y compris les MacBook Pro, les derniers MacBook Pro avec... les derniers MacBook Pro, donc tous ceux de 2015, y compris ceux avec la Touch Bar, génération d'après. Et les premiers MacBook qui avaient ça, c'était les premiers à avoir intégré ça. Ouais, les MacBook extra plats, hein, ceux qui ont rendu vieux les MacBook Air finalement. Exactement. Voilà. Tout à fait, c'est ça. Même au niveau du tarif, d'ailleurs. C'est complètement obsolète. Hein, c'est parce qu'ils sont plus chers que les MacBook Air, allez comprendre, alors qu'avant, le MacBook était quand même l'ordinateur entrée de gamme. Mais bon, bref, donc du coup, si vous êtes concerné par le problème, n'hésitez pas à aller chez Apple, vous serez 100% dépanné. Bon, alors du coup, on parlait des téléphones tout à l'heure en disant on est très content de nos téléphones, mais voilà. Est-ce qu'en septembre, on attend les Pixel 3 histoire de renouveler le matos, hein, puisque bon, c'est pas si cher que ça finalement. Alors je sais pas, du coup, j'ai été un peu refroidi par cette news-là qu'on a vue, puisqu'il y a eu des leaks, des leaks avérés a priori, des designs des Pixel 3. Alors il y a des vraies captures et pas mal dans le détail, donc on peut penser que ce sera les designs qui seront présents en septembre. Et alors, c'est absolument magnifique. Alors, regardez-moi ça. Donc, à gauche, le laideron avec son mono-sourcil monumental. D'ailleurs, si tu regardes ces deux petites caméras avec cette petite bouche, ça lui donne une petite tête de Johnny Five. De Johnny Five. Ah mais complètement ça. Qu'est-ce qu'il est laid. Et donc en fait voilà, donc les Pixel 3, donc on a le Pixel 3 et le Pixel 3 XL. Ah le XL il est affreux.
Alors le Pixel 3, ça ressemble tellement au Galaxy S8, tu vois, donc génération d'avant avec les borderless juste sur les côtés latéraux. Et le Pixel 3 XL, alors franchement, on le voit pas très bien sur cette capture. Le Pixel 3 XL, c'est un Picasso. Hein. Vu où sont situés les deux yeux et la bouche, c'est quand même dégueulasse. Alors ça, c'est le Pixel 3 tout court. Le Pixel 3. Ouais. Donc relativement classique. Et le Pixel 3 XL est là. Alors, il y a une énorme encoche. Assez large quand même. Ah, mais double encoche. Hein. Pas trop dans le design 18/9, j'ai l'impression. Et surtout, il a un menton assez proéminent en bas. Ah non, mais il a double encoche, double menton. Lui, c'est pas compliqué. Hein. C'est un peu ça. Alors que moi, j'aimais bien le dos. Par contre, en termes d'arrière du téléphone, c'est top. La double partie, c'est ça, métal et plastique, l'intégration. Mais en fait, c'est pas métal plastique. J'ai l'impression que c'est poli et l'autre, c'est lisse. Ça a l'air d'être. Alors sur le Pixel 2, c'est métal plastique parce que du coup c'est les antennes qui sont dans la partie plastique pour éviter que ça... Voilà. Ça donne vraiment cette sensation-là. Mais c'est très bien fait, c'est-à-dire que l'intégration est propre et tu sens pas que c'est un vrai changement de matière. Et moi ce que j'aimais bien c'était le fameux bouton orange qui était sur la tranche. Clairement. Je trouve ça assez cool. Mais c'était tellement le modèle noir, que je voulais. Blanc et avec le petit bouton orange. Tellement le modèle que je voulais, c'est ça, le petit blanc avec le liseré orange. Voilà. Il était pas mal. La petite touche de design sympa. Ça, qui était vraiment cool. Et même le bleu. Le bleu était assez classe aussi, je trouvais. Ouais, c'était moins original. Non, moins original, mais il était quand même plutôt classe avec ces deux bleus plus le petit bouton sur le côté qui était dans un bleu vert qui était assez cool. Mais et l'avant, bon, c'était ce qui se faisait à l'époque. C'est ça. À l'époque, l'année dernière, imaginez en tech, ça représente à peu près la préhistoire. Ah, c'est une révolution. Ce qui se faisait à la préhistoire. Et donc là, du coup, on décide de prendre un design du Moyen-Âge, en intégrant donc cette. Remontre-le l'écran, le XL. Là, le XL, vous l'avez à gauche. Il fait tellement massif. Et alors, ce que je comprends pas, c'est que tu intègres, alors, ok, le borderless, ok, l'encoche, mais tu l'intègres pas, enfin, tu vas pas sortir ça en septembre après une vague de téléphones qui met en avant tout le borderless et tout ça. Alors, ouais. Mais après, le truc, c'est que le téléphone est en développement depuis déjà 1 an. Alors, il faut savoir, alors, franchement, la partie borderless, ça rend de suite vieux tous les téléphones qui l'ont pas. Oui. Et avant d'en avoir un, très sincèrement, je m'en foutais royalement. J'étais là, ouais, ok, machin, c'est bien. Mais en fait, quand tu as un écran comme ça, comme celui du OnePlus ou de l'iPhone X, l'iPhone 10, pardon, tu avais ça, tu te rends compte que tu as une immersion complète dans l'écran et tu fais, ouais, cet écran, ouais, c'est assez immersif. Et quand tu reviens sur notre téléphone, qui a pas ça, tu te dis, tu as un coup de vieux direct, même pour des téléphones assez récents. Rien que le design là, je pense qu'il y a une vraie vague de vieillissement du design à cause de cet aspect borderless. Et le fait que le Pixel 3 arrive avec un borderless, mais pas vraiment, fait qu'il sort avec un truc moderne, mais vieux déjà. C'est ça. Et ça fait super bizarre. Non, honnêtement, il est... Alors, il n'y a pas de prix, il n'y a pas de fonction, il n'y a pas de capacité, il n'y a pas tout ça, on ne sait pas. C'est juste vraiment un enjeu de design. Et en fait, moi, ça m'a un peu refroidi parce que autant le Pixel 2 XL, en termes de design, justement, pas trop mal. Il était intéressant. Moi, avec cet écran arrondi, tu vois, enfin... Exactement, il y avait une partie arrondie en haut, il n'y avait pas encore cet aspect borderless, mais déjà... Le notch n'existait pas à l'époque. C'était assez... Voilà, le notch n'existait pas. Le notch a été annoncé un mois après. Non, alors, je remettais les choses dans leur contexte. Le premier téléphone à avoir sorti le notch, c'était le Essential. Mais qui était déjà sorti au milieu, mais je l'ai dit, hein, d'ailleurs, quand on avait parlé du notch, j'avais dit. Alors moi je dis ça de manière générale, mais il y en a plein qui disent ouais, l'iPhone 10, le notch, l'iPhone 10, le notch. Non, l'iPhone 10 a lancé le notch XL, qui est ultra large. En fait, ce que l'iPhone 10, c'est surtout, bon, si Apple l'a fait, c'est bon, on peut tous le faire maintenant. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Voilà. Jusqu'avant, il y avait que Essential qui a dit, vous avez vu, on a fait un notch. Tout le monde s'en foutait, c'est votre téléphone il marche pas et du coup personne ne le faisait. Donc Apple a juste fait. Non, il y a un téléphone aussi qui est sorti avec alors pas un notch mais une caméra en haut dans un coin. Ah oui, sur un côté. Ils ont fait un notch latéral. Latéral, ouais. C'est un bandeau de pirate. C'est ça, exactement. C'est assez chelou. Ouais, je me rappelle plus, j'ai vu passer. Alors Chef 52, on sait pas s'il sera dispo en France. Ah non, c'est pas du tout, on a juste un leak des designs, on verra ça en septembre. Pas sûr qu'il se dispo en France. Alors le capteur à l'arrière, c'est pas gênant en fait. Alors oui, truc à noter. Je m'y suis fait sur le téléphone. Pour le doigt au milieu, non, ça se fait plutôt bien. Toujours qu'un seul objectif à l'arrière. Rappelez-vous, Google avait démontré sa capacité à faire de très 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 bonnes photos sur les Pixel 2 avec un seul objectif à l'arrière. Ouais, et honnêtement, c'était... Ouais, ils étaient number one avec le Pixel 2 là-dessus. Par contre, 2 caméras à l'avant pour tout l'aspect reconnaissance facial en 3D, tout ça, machin. C'est marrant, tu vois, qu'ils n'aient pas la capacité à aller chercher ça avec une seule caméra. Mais bon. Yep. Alors, c'est lequel avec un bouton sous écran? Mais il n'y a aucun bouton en plus là.
C'est lequel avec un bouton sous écran le capteur d'empreinte. C'est le Oppo Find X, je crois, qui était sorti avec le capteur digital d'empreinte numérique sous l'écran. Et non, le Vivo aussi. C'est le Vivo. C'est le Vivo. C'est le Vivo parce que le Oppo Find X, lui, c'est la caméra avec Face ID. Et sans c'est tout le haut qui monte. Je crois pas qu'il y ait la reconnaissance. Regardez le Beats 87 de la semaine dernière, on en parle. Il n'y a pas la reconnaissance sous écran, c'est le Vivo qui l'a. Ouais. Parce que Vivo qui avait démontré cette tech en tout cas. Ah oui, c'est vrai, tu as tout à fait raison. Bon, par contre, il y a un truc bien que je retiens, c'est que le menton en bas intègre quand même un haut-parleur. Donc on aura normalement encore, j'espère, la stéréo en façade. Ce qui est vraiment super sympa. Si le capteur d'empreinte, vous y réfléchissez même pas. Voilà, c'est déverrouillé. Ah, il est sur le OnePlus 6, il est super actif. Ouais, et en plus, il est hyper actif et tu passes ton doigt dessus en fait et voilà, tu le sens vibrer en fait. Mais tu sens ton téléphone vibrer quand tu. Mais honnêtement, tu vois, je l'ai verrouillé là et il se déverrouille quand je tape dessus. Hein. Ouais, pareil, je suis assez agréablement surpris par ça, même si je m'en sers pas forcément puisque j'ai le smart lock et tout ça avec la montre et tout ça, c'est plutôt pratique. Ouais. Moi, je peux l'avoir aussi, hein, le smart lock avec la montre. Oui, bien sûr, mais je peux le faire avec n'importe quel device Bluetooth. Pas fait. Bon, enfin bref, la voiture et tout ça. Ouais, la voiture, oui, par contre. Ça me fait chier avec le Bluetooth de la voiture, j'aime bien avoir le Smart Lock. Il lance en plus Android Auto, tout ça, machin. Tout à fait, pareil. Automatique, c'est pas mal. Ouais, le Note 9, c'est le 9 août, tout à fait. Oui, il y a la nouvelle gamme. Ouais, le S10, apparemment, il y a eu des fuites du design en disant ouais, ça va être encore un téléphone comme le S9, comme le S8, Samsung n'innove pas. Et en gros, il y a une fuite qui disait pas du tout. En fait, ce que vous avez vu, c'est pas du tout le S10. Ah. Et donc, du coup, ça relance l'hypothétique rumeur du S10 qui serait entièrement borderless, machin et tout ça. L'écran, il fait qu'un écran. Qu'un seul écran. C'est que l'écran. Devant, derrière, partout. Voilà. Parfait. On verra bien. Et des notches un peu partout. Mais le OnePlus m'intéresse bien. Le OnePlus 6, sincèrement, moi, je suis ultra surpris par la qualité de ce téléphone. Et tous les jours, je me félicite de l'avoir acheté. Non, mais t'as eu 2 mises à jour toi aussi depuis que tu l'as? Oui, alors j'ai pas eu de problème. La semaine dernière, il y en a une et il y en a encore une. Ouais, non, j'ai eu toutes les mises à jour et il y a eu une dernière mise à jour où les gens se plaignaient de batterie ou comme ça machin, et ça touche pas tout le monde. Et franchement, moi, je suis pas du tout touché par ça. Non, je l'ai pas. Aucun souci. Aucun défaut à part, on en parlait tout à l'heure, Google Assistant qui des fois fait il réagit bizarrement, mais je sais pas si c'est lié à tiens, la Xiaomi Mi Box passe au Android Oreo, propose Google Assistant. Allez, YOLO, 46 € sur ces discounts, c'est pour moi, vous pouvez y aller. Si vous voulez pas acheter une Shield pour 46 €. T'as une Shield maintenant. Non, mais si vous voulez pas acheter une Shield, vous pouvez. Ils achètent et t'envoient la facture, c'est ça que tu viens de dire. Mais non, ils peuvent acheter une Xiaomi qui est pas. T'as dit c'est pour moi. Et c'est toi qui payes ta tournée. Non, c'est pour moi la promo. Ah. Voilà. Sinon, elle est à 74 sur Amazon. Utilisez le lien d'affiliation. Ouais, avec tout ce contenu-là, la Mi Box, elle devient plutôt pas mal. Non, c'est pas mal. L'idée est pas mal. Moi, j'ai la nouvelle interface du coup sur la Shield TV. Moi, je dois l'avoir aussi, mais j'ai pas l'écran pour l'avoir. T'as ta télé qui a lâché. Il n'y a plus de télé. Alors lui, il est balèze. Hein. Il a sa télé qui lâche pendant la Coupe du Monde. Du coup, c'était totalement prévu pendant les promos, les machins et trucs. Nickel. C'est parfait. C'est parfait. Bon, on est arrivé au bout. Allez, vous nous retrouvez sur Twitter, toi, plus moi, plus eux, plus tous ceux qui sont seuls. Dans l'ordre. Chris Kamikas, c'est ça. Hein ouais. Je me suis pas trompé. Chris Kamikas. Cédric Bonnet. Ouais, c'est facile. Si vous voulez plus d'infos sur les émissions et tout ce que l'on fait, sur renegade.fr. Vous n'hésitez pas, vous avez aussi l'agenda et tout ça. Vous savez un petit peu tout ce qui se passe. Tipeee.com/renegade si vous voulez soutenir la chaîne. Soutenir la chaîne, c'est là que ça se passe. C'est là que ça se passe. N'hésitez pas, ça vous coûte pas très cher, puisqu'à partir de 1 €, vous pouvez nous soutenir. Ça nous permet de payer tout simplement le loyer du studio. Et pour nous, c'est important, ça nous permet de continuer à produire les émissions et tout ça. Et puis voilà. Et puis à partir de 5 €, vous avez accès au Slack, qui permet de continuer toutes les discussions que l'on a dans l'émission. Viendez. Avec nous, on répond. D'ailleurs, les gens dans la chatroom peuvent témoigner. On répond à vos messages et tout ça. Même des fois, c'est nous qui lançons les conversations. Exactement. Sur le Slack. Et donc, après, oh putain, qu'est-ce que j'ai pas fait. Qu'est-ce que j'ai pas fait. Mais voilà. Donc du coup, c'est pas mal. Et puis évidemment, sur Twitter, @stdrenegade. Sur Instagram, @stdrenegade. Sur Facebook, c'est la même chose, mais sans le E à la fin. Parce que Renegade. Renegade. C'est ça. C'était pas autorisé. Ouais. N'hésitez pas donc, et puis si vous êtes Twitch Prime, n'hésitez pas évidemment à sub à la chaîne Twitch, ça vous coûte pas plus cher de bien manger, comme dirait Aimé Jacquet. Voilà, c'était le beat numéro 80. 8, exactement. 80 miles à l'heure. Ça y est. J'aurais dû mettre moi aussi, j'avais un t-shirt. Faut le refaire, allez on retourne. Allez, on refait ça.
Une perceuse, oui, tout à fait, une perceuse. Je posais la question parce qu'il y avait et la promo de Black, c'est vrai, de Black Decker, mais je me suis dit, la promo elle est pas ouf. C'est parce que tu m'avais fait des trous partout que maintenant tu t'es dit, mais j'en ai eu moi aussi je veux. J'ai percé ma façade pour mettre un petit truc pour une plante grimpante et tout ça, machin. Et en fait, j'ai réussi avec ma simple. J'ai besoin de faire un trou du coup, j'ai acheté une perceuse. Non, 3 trous. S'il te plaît, 3 trous. C'est une sacrée plante que tu mets. Non, mais en fait, c'est un grand, ça s'appelle comment? Un treillis? Non, pas treillis. Ah oui, les croisillons en bois là pour. C'est assez grand. Et du coup, il fallait percer quand même la façade extérieure. Bref, je l'ai fait. Donc voilà. À la chignole, à la main. Non, je l'ai fait avec ma perceuse. En fait, c'est de la brique. Il y avait brique, béton, brique. Oui, comme le mur ici du studio. C'est du béton plein et tout machin. Quand on a percé, paf, allez, merde. C'est ça. Exactement. Bref, c'est des soldes en ce moment, donc n'hésitez pas, même avec matériel.net, tout ça, il y en a un peu partout. Ma télé, je l'ai acheté sur matériel.net. T'as utilisé le code d'affiliation? T'as oublié? Non, j'ai pris avec le code d'affiliation, monsieur. Oui. Jackpot pour la sauce, c'est clair là. On va imprimer les billets avec les fesses. Et ouais. Donc voilà, bref, n'hésitez pas, et vous avez évidemment... Ah tiens, Foxy a mis pour Chrome... Les extensions afin d'avoir un code d'affiliation automatiquement intégré. C'est parfait. N'hésitez pas à les utiliser. Sur ce, donc, merci encore de nous avoir suivis. Rendez-vous la semaine prochaine, j'allais dire. La semaine prochaine, on va le mettre à toutes les sauces, celui-là. La semaine prochaine, donc, pour Beats, ou alors vous faites un RGB? Non, Beats. RGB, non, pas encore. Non, pas encore. Non, vous avez fait beaucoup trop de RGB ces derniers temps, il va falloir se calmer un peu. Mais si tu savais le volume de choses qu'on a en train de discuter, de tout ce qu'on pourrait faire dedans, on a des sujets en voiture, voilà, ça s'arrête pas le rétro. Je veux bien vous croire, mais bref, de toute façon, après, l'actu tech est assez calme l'été. Peut-être qu'il faudra en profiter pour faire des émissions spéciales, je sais pas. Profiter pour prendre des thématiques, des hors-séries ou autre. Inviter des gens. On verra bien. Moi, je vous retrouve pour ceux qui nous suivent en direct dès demain pour Things à midi. On va parler d'objets connectés, de maisons domotiques et tout ça. N'hésitez pas à aller suivre aussi cette émission. Voilà, je fais de l'auto-promo. Faut bien un peu de temps en temps. Sur ce, donc, merci encore à vous et à bientôt. Ciao, ciao. Ciao, ciao.